Bonsoir à tous. Wouh, un peu d'énergie. C'est le soir, mais c'est pas grave. Bienvenue au GDG Cloud Nantes co-organisé évidemment. C'est un fork du GDG Nantes qui organise le DevFest Nantes. C'est beaucoup de Nantes. Merci aux sponsors Zenica, Positing Thinking Company, Inetom, Le Bon Coin, OnePoint et JetBrains qui nous permet d'avoir des licences de temps en temps. Nous retrouver sur les différents réseaux. Donc il y a du Meetup. Vous êtes peut-être d'ailleurs enregistré sur Meetup. Il y a aussi une autre plateforme côté GDG qui s'appelle GDG Community Dev. Et puis vous pouvez nous suivre du coup sur les réseaux, que ce soit sur X maintenant, faut dire, sur LinkedIn. Et puis un point aussi important, si vous voulez rejoindre un petit peu les communautés de dev nantaises, il y a un site pour ça, nantes.community, qui du coup recense les différents Meetup des différentes associations ou organisations qui organisent des choses. Donc il y a Nant.js, Nantjug, Agile Nantes, il y a vraiment tout, pas mal de choses dedans. Et s'il y a un Slack aussi, si vous voulez échanger, participer, échanger avec les orgas, savoir ce qui se projette, etc., il y a un Slack dédié, slack.nantes.community pour s'inscrire. L'agenda du GDG, évidemment, quelque chose d'assez important qui nous prend pas mal de temps, le DevFest Nantes. D'ailleurs, toute l'équipe là, a disparu et en fait, ils sont en train de bosser derrière. Et donc, c'est rendez-vous les 19 et 20 octobre pour cet événement-là. Qui va au DevFest? Cool. Eh bien, on se voit là-bas alors. Et il y a un concours sur les réseaux en ce moment. Il faut indiquer une réponse et ça sera sélectionné. Ton expérience du DevFest en un film. Et donc, il suffit de mettre un gif animé ou quelque chose comme ça. L'agenda après, il est assez vide. Il y a un speechless qui est en cours d'organisation, mais si vous avez un sujet technique, quelque chose à partager, n'hésitez pas. Alors là, j'ai mis le lien bit.ly du GDG Cloud Nantes, le CFP, le Call for Paper, donc là pour déposer des propositions. Donc n'hésitez pas à aller dessus. Et puis comme ça, pour être speaker, un de ces quatre, du coup, un des meet-up du GDG ou du GDG Cloud. Donc n'hésitez pas vraiment là-dessus. Allez, on rentre dans le vif du sujet et je vais laisser nos speakers se présenter. Moi, pour info, c'est Julien Duré et je serai l'animateur de cette petite table ronde. Alors bonjour à tous, je m'appelle Pierre Evaillet, je suis consultant et formateur chez Zenica depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Je fais beaucoup de choses qui tournent autour de la containerisation, tous les outils autour du DevOps, notamment pas mal de Docker, Kubernetes, et puis également j'accompagne des clients sur Google Cloud et notamment sur GKE. Voilà. Allez, c'est pour moi. Alors, moi, je m'appelle Saifeddine Mansri, donc je suis CTO Cloud chez Sphere. Le titre, il a changé depuis peu. Donc, ça fait 11 ans que je travaille chez Sphere. Je suis formateur Google Cloud, multi-certifié, GDE, au même titre que Julien. Et voilà, je suis très ravi de venir aujourd'hui, en tout cas à Nantes, pour partager cet événement avec vous. Bonsoir, moi c'est Johan Protin, donc je suis cloud consultant chez Zenica depuis un peu moins d'1 an et mon rôle chez Zenica est d'accompagner nos clients sur le cloud, les accompagner en formation, mais aussi apporter de l'expertise, de l'audit sur leur infrastructure cloud, leur stratégie move to cloud, etc. Et donc, Patrice Saint-Stéban, donc, je suis développeur et expert technique, formateur sur Google Cloud et Flutter et d'autres choses aussi. Donc voilà. Super, merci. Merci à tous d'être là et dédicace à Sef, du coup, qui est venu de Paris exprès pour ce meet-up quand même. Donc, c'est quand même pas mal. Ça va. Remerciement, dédicace spécial à Zenica pour du coup la réception et l'apéro est payé après derrière par le GDG Nantes. C'est quand même important de dire qu'il y a l'apéro pour faire rester les gens. Donc là, ce soir, on va parler essentiellement de Google Cloud, mais il y a pas mal de choses qui se passent autour de Google Cloud. On va le voir du coup durant cette table ronde. On va essayer de voir différentes thématiques et d'essayer un petit peu d'avoir le sentiment des différents speakers présents autour de cette table ronde. Alors déjà, on va commencer simplement. Pierre-Yves, qu'est-ce qui t'a du coup surpris ou étonné en arrivant en Californie? Alors ce qui m'a surpris, c'est la ville de San Francisco parce qu'en fait, on a un côté dépaysant, on n'est pas chez nous, mais en fait, on l'a tellement vu dans des séries, dans des films et autres, qu'on a quand même l'impression de connaître déjà un petit peu et presque d'y être déjà allé. Donc il y a cette espèce de nouveauté et à la fois, déjà vu. Ouais, un air de déjà vu. Ouais.
Seth, toi, tu es déjà allé plusieurs fois, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu as senti peut-être de différent ou de nouveau en Californie? Déjà, c'était un plaisir de revenir après 4 ans, en tout cas, d'absence, hein, vu la pandémie et ainsi de suite. Déjà, ce qui surprend, c'est qu'on part la journée, on arrive la journée. C'est la première chose qui surprend. Non, mais au-delà de ça, on voit qu'il y a, au-delà de l'aspect touristique de la ville, mais on voit qu'il y a aussi des changements démographiques. On les sent au niveau de la Californie. C'est lié pareil, hein, aux années où les gens ont fait beaucoup de télétravail. Et quand on parle aux gens, c'est qu'ils ont remarqué qu'il y a beaucoup de professionnels de l'IT qui ont bougé de la zone pour aller ailleurs. Et donc, voilà, donc il y a un peu un changement. Il y a beaucoup de boutiques qui ont fermé aussi. Donc voilà, on voit qu'il y a un changement qui s'opère en profondeur au niveau de la ville. Johan? Moi, ce qui m'a marqué, c'est les voitures autonomes. Des voitures avec 100 chauffeurs qui se baladent un peu partout. Et on a beaucoup marché. Et donc, beaucoup marché. On a beaucoup visité. Un climat qui ressemble beaucoup à celui de Nantes. Donc, ça m'a pas trop dépaysé, mais de voir du brouillard partout tous les jours, c'est marrant. Et puis le fameux pont Golden Gate qu'on a fait en vélo avant que l'événement démarre, c'était super cool. Puis avec Sphère, on a partagé un moment sympa. On a été voir un match de baseball. Donc là, on a vécu l'Amérique, quoi, avec les chansons américaines. Lorsque il y a eu des petits moments de pause, c'était sympa. Alors moi, comme Safe, du coup, j'étais déjà venu aussi il y a 4 ans et c'est de revenir, de revoir un peu ce qu'on avait vu. C'est vrai que ce qu'on se disait avec Julien aussi, ça a quand même changé et il y a beaucoup moins de monde qu'il y avait avant. Il y a, enfin voilà, le Covid a changé pas mal de choses et il y a encore plus de sans-abri, drogués dans les rues. Donc c'est vrai que c'est un peu déstabilisant par rapport à ça. Yes. Et moi, pour compléter, ce que j'aime bien toujours en arrivant en Californie, c'est de voir les pubs pour des trucs IT. Genre là, il y avait des énormes pubs Cloud Next sur l'équivalent d'un building en entier pour dire qu'il y avait Cloud Next cette semaine-là. De la pub sur déployer plus vite avec GitLab alors que c'est sur les bus. Bon, bref, on n'a pas ce genre de choses à Nantes, en tout cas. Du coup, ça a commencé Google Cloud avec la fameuse keynote d'ouverture, donc où ça a parlé de la keynote produit. Ça a parlé de Gen AI sur plusieurs axes. La keynote s'est orientée vraiment en 3 focus dédiés. L'utilisation de l'AI, comment builder des systèmes AI et puis l'AI écosystème. Est-ce qu'il y en a un qui veut en parler un petit peu en particulier? Du coup, c'est vrai que l'IA, ça a été vraiment le truc qui a été annoncé. Donc, on l'avait déjà vu aussi à la Google I.O. où on avait aussi mis AI partout. Là, on a eu le PDG de Google qui, au début, en fait, a bien précisé que l'IA avait vraiment changé, en fait, la face du monde, avait changé notre manière de faire et tout ça. Donc, c'était vraiment intéressant d'avoir ça. Après, voilà, c'est vraiment tout l'utilisation. Donc, l'utilisation de l'IA, on va en parler, mais du coup, ils ont annoncé plusieurs produits qui, à l'intérieur de Google Cloud, va utiliser l'IA générative. Donc, c'est vraiment un chat GPT, parce qu'on avait déjà l'IA avant, mais voilà, c'est vraiment tout ça qui arrive. Puis l'IA, l'idée, c'est de toujours pouvoir faire nous-mêmes notre propre, utiliser l'IA tel qu'il nous le propose pour le personnaliser à nos besoins. Donc, je pourrais faire une démonstration tout à l'heure. Et AI écosystème, c'est vraiment du pouvoir profiter de tous les modèles qui sont enregistrés, donc que ce soit les modèles de Google ou des modèles open source. Et donc maintenant, ils ont toute une plateforme où on peut en fait récupérer tout ça. Yes. Du coup, une question pour Seth. Donc, dans l'AI écosystème, ils ont annoncé par exemple le support de Llama 2, de Meta, et pas uniquement, par exemple, que des modèles fondamentaux fournis par Google, puisqu'ils en ont plusieurs, dédiés Codet pour plus que tout ce qui est translation de code, etc. Ils ont différents modèles fondamentaux qui déjà spécialisent avec différentes notions, par exemple pour la médecine, le droit, mais maintenant aussi, on a d'autres modèles fondamentaux disponibles. Ils proposent aussi potentiellement à terme, il y a aussi le modèle Claude, je crois, ce genre de choses qui sont arrivées.
Toi, comment tu vois un petit peu, l'évolution justement des fondations de l'AI, par rapport à ça et de l'ouverture de Google justement, à pas prendre que ses propres modèles? Donc je rejoins Pascal en fait sur le fait Patrice pardon, sur le fait que l'IA c'est un peu partout, hein. C'est IA depuis des mois maintenant, donc sans surprise, on a eu notre dose clairement, hein, pendant tout l'événement. Et aujourd'hui, Google s'ouvre de plus en plus en tout cas vers le monde extérieur, parce qu'on sait très bien qu'ils font de l'IA depuis des années, qu'ils sont très en avance. Et aujourd'hui c'est, en tout cas ce qu'ils proposent c'est en tout cas c'est de travailler avec l'écosystème surtout, ne pas rester en tout cas enfermé sur leur propre modèle, mais vraiment comment travailler avec tous les acteurs, du marché pour faire avancer, la recherche et le développement autour de ces technologies. Voilà, donc on voit quand même qu'il y a un shift, en tout cas en tout cas dans la façon, d'opérer de Google qui est assez remarquable, que ce soit sur la partie soft, mais aussi sur la partie hard avec, le PDG d'NVIDIA qui monte sur scène pour parler, du partenariat fort qu'ils ont avec Google pour développer des GPU, des accélérateurs en tout cas, plus performants et plus focus, par rapport à la partie géniale. Donc ça, c'est en gros, ce qu'ils ont présenté justement sur la partie, évolution de Google, comme le disait Seph, avec, du coup, on va dire côté Google, depuis très longtemps, quand même un attachement fort à regarder un petit peu ce qui existe, dans les modèles d'IA et puis la sortie, de Bard, du coup, qui est disponible avec Palm 2 aussi. On pourra revenir dessus, mais c'est aussi intéressant de voir, la partie responsable IA, ils en parlent quand même pas mal. Je sais pas si un de vous veut réagir sur cette partie-là? Vas-y. Ouais, il y a plusieurs choses. Il y a le fait, de pas faire n'importe quoi, avec les AI, de pouvoir maîtriser quand même, ce qui est généré et autres. Ce qui m'a marqué, c'est aussi le fait, l'accent qui est mis sur la ségrégation qui est faite entre les données, sur lesquelles ils vont entraîner les modèles et faire les choses pour pas qu'il y ait de porosité en fait entre ce sur quoi ils vont entraîner et ce qui va être généré ensuite. Vraiment avoir une séparation claire, là-dessus. Je trouvais ça intéressant qu'ils le mettent en avant de cette façon-là. Et puis également, alors il y avait des choses aussi sur la partie, génération d'images, pouvoir ajouter des watermarks ou ce genre de choses pour, qu'on sache que ça a été généré par une intelligence artificielle et pas quelque chose qui est l'œuvre d'un artiste. Enfin, pouvoir marquer un petit peu plus les choses par rapport à ça, qui sont une bonne chose parce que ça permet de savoir où on va et d'un peu mieux maîtriser plutôt que d'en avoir partout et finalement pas trop savoir ce qu'on fait avec. Et surtout, je pense que ça permet aussi de préserver tout ce qui est propriété intellectuelle. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent faire, tout, avec l'IA, on peut générer des choses magnifiques. Et donc le fait de rajouter ce genre de détecteur, un peu les watermarks, ça permet en tout cas voilà, de détecter du vrai du faux, en tout cas, et que voilà, que ça soit assez clair pour tout le monde. Mais voilà, donc vous voyez qu'il y a une historique qui est assez énorme. Je pense que la sortie de ChatGPT, on va dire la popularisation de ChatGPT a un peu déstabilisé Google dans sa roadmap. Je pense que la roadmap, elle était un peu plus longue, parce qu'avec toutes les questions, notamment on parle de responsable AI, mais tout ce qui est lié à l'éthique, tout ce qui est à l'usage de ces technologies-là, donc il faisait que les roadmaps étaient plutôt assez lentes. Et donc là, je pense que les choses sont accélérées, mais tant mieux, hein, c'est pour la bonne cause et pour que, là, en tout cas, pour l'évolution technologique puisse prendre son cours, hein, clairement. Super. On va continuer avec une petite vidéo pour montrer, donc au-delà de la partie Build AI et ce que fait Google, ce qu'ils proposent du coup maintenant sur Workspace. Tu cliques un coup. Ah, c'est sur ton poste? C'est pas grave. From igniting creativity during brainstorming sessions to drafting seamless Google Sheets templates, we're constantly finding innovative ways to be more productive with AI, Google Workspace. Duet AI in Google Workspace cut the time it takes for me to respond to emails in half. That's a lot of your day that's back for you to do something with. It makes us look like a bunch of superheroes. Duet AI in Google Workspace enables us to collaborate better. People in non-English speaking countries can speak more freely. We are able to unleash the potential from more people across the globe. A long history of using Google Workspace made it a lot easier for us to participate
Security is not a choice in the Department of Defense. Duet AI undoubtedly helps Adobe's bottom line. It saves us time, it saves us money, it makes people work faster, more efficiently, more collaboratively, and just do things that in the past we never would have been able to do. Je vais mettre une fois pour aller à la slide d'après. Je vais arrêter la vidéo. Ouais, encore. Voilà. Donc là, c'était Duet AI pour Workspace, qui est quand même une part aussi de Google Cloud. Bon, c'est vraiment orienté utilisateur. Ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup, on connaît ChatGPT plutôt pour des utilisateurs vraiment finaux. Mais là, on voit qu'il s'attaque aussi au monde de l'entreprise pour en fait aider et être plus productif. Johan, toi, tu en vois un usage de ton côté? Clairement, on sent très bien que la partie Gen AI qui mettent en place sur la partie Workspace est vraiment là pour apporter un plus à l'utilisateur qui va être plus productif, qui va potentiellement, par exemple, sur Gmail, quand il va faire des mails, lui proposer des alternatives texte plus professionnelles, moins à l'oral, des phrases orales qu'on pourrait réécrire et d'être vraiment beaucoup plus professionnel et éventuellement aussi générer du contenu qui va vous aider à gagner du temps sur l'écriture d'un mail qui potentiellement peut être assez conséquent. Mais après, même sur d'autres services, sur la partie Google Agenda où l'AI va vous accompagner sur réserver des créneaux potentiellement qui vont être plus adaptés à vos disponibilités, et cetera. Donc voilà, c'est là où je vois vraiment l'intérêt, c'est accompagner, apporter un plus à la productivité de la personne sur la façon dont il va aborder les choses. Donc, un des exemples qu'ils ont fait, c'est aussi dans Google Slides. Ils avaient une slide pour présenter les chiffres de résultats. Ils ont demandé fais-moi une autre slide avec les résultats du bénéfice de Google. Et en fait, l'IA a trouvé dans les documents les chiffres et a généré en fait toute la slide avec le graphisme qui était pareil que le reste de la slide. Et tout ça, donc c'est vraiment une aide. Ça ne veut pas dire qu'en fait ça va nous remplacer notre travail, mais c'est vraiment une aide pour aller plus vite dans les choses. Ouais, c'est assez bluffant, c'est que du coup, c'était vraiment à la charte de l'entreprise et tout. Donc c'est vrai que rapidement, on a quelque chose qui est utilisable en interne. Là, c'est une deuxième vidéo plus orientée du coup sur Duet AI. Donc on est toujours sur l'utilisation de l'IA. Donc là, on avait sur, on va dire, tout public avec Bard. Là, du coup, côté Workspace avec Duet AI pour Workspace. Et là, maintenant, on a une vidéo sur Duet AI côté Google Cloud et on pourra parler pricing après. Donc, ce qui est intéressant avec cette vidéo, c'est que c'est pas vraiment ce qui se passe aujourd'hui dans la console, évidemment.
Mais c'est vraiment la philosophie qu'ils veulent avoir, c'est vraiment d'amener, de A à Z les utilisateurs à ce genre de mécanisme, qui soit vraiment tout intégré. Et donc, par exemple, Pierre-Yves, est-ce que tu pouvais parler ils ont montré pas mal de Duet AI pour Google Cloud dans différentes interfaces. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus? Ouais, il y a eu beaucoup de démos qui étaient un petit peu structurées de la même façon, sur ce qu'ils montraient. Alors, ce qui m'a marqué, ils l'ont fait notamment pour toute la partie, monitoring, gestion des logs, où en fait, c'était, dans un premier temps, je vais utiliser, l'AI pour, m'aider à générer la requête. Je ne connais pas forcément le langage de requêtage. En plus, selon si j'utilise du cloud logging ou une autre solution, c'est pas toujours le même langage de requêtage ou autre. Et bien là, finalement, j'ai besoin de savoir ce que je veux obtenir, mais pas besoin de connaître la syntaxe, la sémantique précise. C'est l'AI qui va me générer ce qu'il faut et puis qui va être capable de m'aider aussi à interpréter les résultats sur certaines choses, donc sur les métriques notamment, sur des choses comme ça, essayer d'expliquer un petit peu plus ce qu'on voit. Donc vraiment ce double aspect de m'aider à générer les choses, en m'expliquant un petit peu le langage de requêtage et puis, ensuite m'aider à interpréter le résultat. Et ça, alors, ils l'ont fait côté, Cloud Operations et puis après, ils l'avaient fait aussi côté sécurité sur certains éléments de sécurité. Quand on regarde, les alertes de sécurité qu'on peut avoir, la gestion du backlog, c'est toujours, quelque chose d'assez compliqué. Je sais qu'on a des clients des fois qui nous demandent: «Mais, comment je fais pour prioriser, pour savoir à quel point c'est grave, à quel point je suis impacté ou pas?» Là, déjà d'avoir intégré dans la console quelque chose qui donne une explication un peu plus contextualisée parce que on pourrait très bien avoir des explications classiques, mais là, l'intérêt, c'est la contextualisation, le fait d'utiliser, plus de données pour essayer de comprendre ce qui se passe et savoir interpréter plus rapidement, ce qu'on a devant nous. Et Ceph, du coup, côté, par exemple, BigQuery, est-ce qu'il y a des choses côté assistant ou Duet AI? Oui, évidemment. BigQuery, ça a été vendu au départ pour les gens qui ont facile parce qu'il y a du SQL, qui est un peu un langage, un peu connu par la plupart des développeurs, ou du moins de ma génération ou celle d'avant. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus besoin maintenant de connaître un peu tous les rouages, du SQL et toutes les optimisations possibles et imaginables, en faisant du clustering ou je sais pas quoi en tout cas. Mais dites-vous que du ATI là, ça a été réalisé en GA pour Workspace, c'est encore en preview pour Google Cloud. Ça devient un peu un requirement pour n'importe quel produit. Ça va être partout. Aujourd'hui, pour un product manager, faire une API, par exemple, exposer une API, c'est un requirement. Sinon, ça part pas en prod. Là, je pense avec l'IA, ça va être aussi pareil, ça va être obligatoire. Donc, attendez-vous qu'il y aura de l'IA partout, partout, partout. On commence à le voir dans la console, en tout cas, ça commence à arriver. Et dernier élément, Patrice, est-ce que tu peux, expliquer aussi la démo de code aussi qu'ils ont fait avec, du coup, côté Gen AI? Ils ont transformé, En fait, du coup, on connaît tous maintenant l'outil de GitHub qui permet de nous aider dans notre IDE. Du coup, ils ont fait la même chose, mais spécialisé sur Google Cloud, donc du coup, qui va nous permettre en fait d'avoir en fait tout le code spécifique pour Google Cloud, que ça soit en fait, comme on voyait là dans la vidéo, le Terraform pour déployer nos environnements ou comment se connecter à une base de données Google Cloud et ainsi de suite. Donc ça va vraiment être une aide supplémentaire. yes. Ah mince, ça relance la vidéo. Ouf. Keynote produit, donc on en a parlé un petit peu. Donc du coup, pour supporter, tout ce qui est justement IA, Gen AI, il y a eu le patron de NVIDIA sur scène. Ils ont annoncé aussi une nouvelle version, des TPU. Qu'est-ce que ça vous inspire, Johan, ce partenariat plus fort encore avec NVIDIA? Quand on parle de GenAI, on parle d'analyse de data énorme. Donc, toutes les métriques qu'on génère dans Google Cloud, les logs, les traces, tout ce qu'on peut collecter en termes de données, ça va nécessiter des CPU beaucoup plus puissants. Donc, il faut que les traitements de calcul aillent plus vite. Donc, c'est ça que moi je retiens avec le partenariat avec NVIDIA. C'est clairement pour pouvoir assurer des performances optimales sur le futur de la Gen AI, quoi. Et Ceph, du coup, là, ils ont annoncé TPU en 5e génération, je crois, de mémoire, c'est Ouais, ça? il me semble, ouais. Et du coup, par rapport à NVIDIA, ils veulent plutôt partir maintenant sur leur TPU ou ils font un partenariat pour avoir plus de GPU ou est-ce que ça va être concurrent finalement? C'est pas encore clair, mais en tout cas, moi, le fait qu'il y ait le PDG d'NVIDIA sur scène, c'est un signal fort quand même.
Donc, je pense que c'est plus une relation de partenariat, en tout cas pour l'instant, au moins sur la partie pour les TPU, parce que c'est leur technologie. Mais sur la partie GPU, pour l'instant, la plupart des GPU, en tout cas dans la console, c'est des NVIDIA GPU. Je ne vois pas, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de signaux comme quoi ils veulent partir sur leur propre architecture. Mais pour compléter ce que dit Johan, en fait, c'est que sur la partie intelligence artificielle et ML, depuis très longtemps, on a besoin d'avoir les TPU, en tout cas chez Google, pour entraîner, et pour déployer les modèles. Et donc là, c'est clair, avec toute l'accessibilité qu'on va avoir avec les modèles fondamentaux et les modèles prêts à l'emploi, c'est qu'en fait, il va y avoir un peu une démocratisation de l'adoption des technologies ML. Et donc, on a besoin, par la force des choses, d'avoir de l'accélération matérielle qui va suivre et qui va permettre de supporter ces end-users et qui ne vont pas attendre des heures et des heures pour que le modèle soit entraîné et construit. Voilà, donc c'est ce que je voulais rajouter. Yes. Et puis on en a parlé un peu tout à l'heure, donc sur la partie un peu culture Gen AI et puis responsible AI, etc. Il y a pas mal de conférences aussi, juste qui n'étaient pas techniques, mais juste bien expliquer que l'IA génératrice, elle se base sur vos jeux de données. Donc sur le jeu de données, si évidemment il n'y a que des hommes blancs de 30 à 40 ans, etc., les images qui seront générées auront forcément des biais. Donc il y a pas mal de choses là-dessus. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, un peu la partie propriété intellectuelle, savoir ajouter du watermarking sur les images ou essayer de voir comment le texte, on peut identifier que ça a été généré par Bard, ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'il travaille beaucoup aussi sur cette notion-là d'identifier ce qui est de l'IA et ce qui est vraiment du coup généré par l'humain. On va passer à la keynote développeur. Truc assez fun du coup, c'est que la keynote a commencé avec du coup une chanson sur du coup Legacyland, avec du coup pas mal d'advocates côté Google qui ont chanté et qui ont fait de la musique sur place à 10h dès le matin. Donc quelque chose de très punchy, très sympa en keynote d'ouverture. Et donc après, sur la partie legacy, ils expliquaient vraiment sur différents tempos de la keynote le legacy qu'eux avaient côté Google et comment ils l'avaient résorbé avec 4 ou 5 exemples. Et du coup, ils ont commencé la keynote développeur avec la partie no code. Est-ce qu'il y en a un qui veut en parler un petit peu sur cette partie-là, notamment AppSheet? Ouais, donc sur AppSheet, qui est leur solution no code, en fait, comme dans Bard, on met une description et l'outil, il est en capacité en fonction de cette description-là, de générer une application et en fonction même des données, par exemple, si on lui informe une base de données avec un type de données, il est en capacité de faire le lien avec cette base de données et de pouvoir, voilà, juste en faisant une description, de créer une application opérationnelle et qui utilise toute la suite Google derrière après pour tout ce qui est monitoring, logging, etc. Donc dans la démarche de Google, ce qu'ils expliquaient aussi, c'est pas hésiter à regarder un petit peu des fois le no-code pour faire des prototypes, faire des choses rapidement. C'est vrai qu'ils montraient aussi comment ils pouvaient récupérer, je crois, directement des API, des appels d'API, et puis c'était automatiquement pris comme c'était de la donnée, une base relationnelle. Donc c'est vrai que c'était assez sympa comme démo. Ensuite, il y a eu une partie plus à expliquer aussi que pour démarrer, des fois sur le cloud, c'est un peu compliqué. Et donc, ils ont sorti un certain nombre de blueprints, de solutions sur étagère qu'ils ont appelées Jumpstart Solutions. Est-ce que tu peux en parler, Seth? Alors, à vrai dire, j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser ce genre de solution, mais en tout cas, ça c'est un peu que aider, en tout cas les gens qui vont démarrer, notamment sur le cloud, ou même les professionnels en ayant un peu des templates, des blueprints, un peu des sortes de kits qui sont prêts à l'emploi pour démarrer sur certains verticaux et notamment des solutions bien précises, notamment quand on parle de HPC, de High Performance Computing ou autre, où parfois on manque un peu de ressources ou de compétences sur le sujet. Donc ce genre de cas de kits peuvent être un bon début, une bonne base de travail pour démarrer. Yes. Et après, il y a eu une petite part qui était un peu cachée pendant la keynote, mais ils ont annoncé du coup Kubernetes Enterprise. Est-ce que tu peux en parler, Pierre-Yves? Ouais, alors rapidement, déjà, de toute façon, Kubernetes et GKE sur Google, c'est quelque chose qui est assez majeur, assez important. C'est quelque chose qui se développe pas mal. Et après, sur la gestion de la solution Kubernetes elle-même, c'est relativement mature. Et je trouve qu'aujourd'hui, le différenciant il est plutôt sur l'intégration qui va se faire avec les autres services, avec les autres choses. Justement, Kubernetes Enterprise, alors tel que ça a été présenté, c'était justement une intégration plus poussée et également le fait de pouvoir gérer les choses à l'échelle. Aujourd'hui, les gens vont avoir besoin de plusieurs clusters Kubernetes
Et finalement, comment est-ce que je peux, sur cet ensemble de clusters Kubernetes, gérer des policies à l'échelle, gérer un ensemble de choses comme ça. Alors, je trouve que, ils ont fait un petit peu un parallèle avec Anthos qui permettait de faire ce genre de choses, mais je trouve qu'ils se détachent un petit peu aujourd'hui. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, de Anthos, pour essayer de se recentrer sur ce type de choses où on va venir plutôt plugger des compléments indépendants sur GKE. Donc maintenant, on va avoir Kubernetes standard, Kubernetes autopilote, Kubernetes Enterprise. Donc bientôt l'Enterprise Plus l'année prochaine. Ça fait toujours beaucoup moins de versions que Street Fighter 2. Petit point dans le monde serverless, ils ont annoncé la notion de boost CPU pour diminuer les cold start. Est-ce que tu peux en parler? En gros, l'idée, c'est que souvent dans les VM, on a besoin, quand on démarre le service, d'avoir plus de puissance. Donc, on va dimensionner notre VM par rapport au démarrage, alors qu'en fait, le reste du temps, on n'en a pas besoin. Donc là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir en fait avoir un boost au démarrage, et puis après, pour le reste du temps, garder la puissance qu'on a besoin exactement. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Et pas que sur les VM, enfin aussi Oui, pour ça, Cloud Run, etc. quoi. Exactement. Côté Cross Cloud Network, j'ai pas du tout suivi. Je sais pas qui est capable d'en parler un petit peu. On parle un peu. Très, très rapidement, de ce que j'ai compris, en fait, souvent on a des clients qui ont besoin de faire de l'hybride, du multi-cloud. Alors il y a des solutions qui existent pour ça, mais chez des partenaires aujourd'hui, et l'idée c'est d'intégrer ça plus directement dans Google pour simplifier l'interconnexion entre plusieurs clouds. Et voilà. Alors plus globalement sur la partie network cloud, il y a toute une partie sur les tarifs des égresses aussi qui changent. Je ne sais pas si vous aviez vu ce genre de choses, mais le trafic sortant est souvent facturé chez les cloud providers, ce qui peut parfois être assimilé à du vendor lock-in. Et il y a eu un effort qui a été fait, notamment côté Google Cloud, pour augmenter le free tier, enfin pour mettre un free tier déjà sur les premiers coups d'égresses. Et on voit quand même, il y a d'autres cloud providers qui se mettent aussi dans cette logique de sortir de ça, qui était plutôt, je pense, imposé à la base par le leader, et qui est aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un petit peu en train d'être remis en question. Je trouve ça intéressant de voir cette évolution-là, parce que finalement, c'est plus là que sont les enjeux. Il n'y a plus volonté de faire de la rétention sur ce genre de choses. On va fournir plutôt plus de services et autre chose, se différencier autrement. Et dernier élément, du coup, ils ont, à la keynote développeur, essayé de montrer pas mal d'interfaces de Cloud Deploy. J'ai pas vu vraiment les nouveautés qu'il y avait, mais ils ont montré qu'il y avait l'ensemble des métriques Dora qui étaient dedans, etc. Seth, tu l'as déjà utilisé, Cloud Deploy pour... Je l'ai un peu utilisé sur certaines applications, mais je pense que la nouveauté, c'est plutôt l'intégration avec Dora, qu'on voit de plus en plus, en tout cas, parler chez Google. Hein. Souvent, on a parlé de SRE. Là, il y a Dora aussi qui arrive. C'est un peu un framework qui permet en fait, de faire des sortes d'audits par rapport aux pratiques DevOps au niveau des entreprises et leur maturité surtout. Donc, l'idée, voilà, c'est de montrer un peu quelle est, en tout cas, essayer d'intégrer en tout cas les métriques clés au niveau des outils CI/CD chez Google. Donc, ça commence par des cloud deploy, mais je pense que ça arrivera aussi dans d'autres produits. Donc là, c'était surtout de se comparer par rapport au marché. Parce que ça, en fait, l'objectif principal du framework Dora, c'est de dire c'est quoi le niveau de ma maturité par rapport à mes pairs, par rapport au marché. Et ce qui permet par la suite de mesurer le gap et de pouvoir mettre les actions nécessaires pour essayer en tout cas de le combler. Et côté Cloud Deploy aussi, c'est vrai qu'ils utilisent de plus en plus la notion, justement, pour déployer sur Kubernetes de Binary Authorization. Je ne sais pas si tu vas en parler un petit peu, Pierre-Yves. Et l'idée, c'est de beaucoup jouer aussi avec cet aspect-là. Ouais, alors c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu jusqu'à maintenant, mais ils ont aussi beaucoup parlé de sécurité. Tout au long de l'événement, la sécurité était quelque chose qui était... Ouais, voilà. Vraiment, ça. Alors beaucoup sur la supply chain finalement, quand je construis une solution, c'est jamais que avec mon code. Je vais utiliser des librairies, je vais utiliser des choses qui viennent de l'extérieur, et comment est-ce que je m'assure que tout ce que j'incorpore dans mon livrable final, je puisse lui faire confiance, ce soit valide. Et par rapport à ça, effectivement, dans Cloud Deploy, il y a tout cet aspect, enfin sur Kubernetes en particulier, le fait de dire, je vais signer mes images. Et je ne vais pouvoir déployer sur mes clusters que des images qui sont signées avec un tampon comme quoi j'ai l'autorisation de les déployer dessus. Et tout ça pour éviter qu'on se retrouve à exécuter des workloads sur un cluster sur lequel potentiellement ça donne accès à des ressources, ça donne accès à des choses aussi, pouvoir maîtriser ce qui va s'exécuter dessus et avoir des garanties aussi là-dessus.
Question rapide. Du coup, en dehors de la keynote, il y a eu beaucoup de breakout sessions, donc des sessions entre une demi-heure et 1 heure. Il y en a eu plus de 400. Est-ce que tu as une conférence que tu as aimée et préférée, Patrice? Pas énormément, parce que j'ai surtout allé voir les conférences qui annonçaient tout ce qui était nouveau et tout ça, donc pour aller un peu plus en profondeur. J'ai eu une conférence que j'ai bien aimée, c'était les 10 éléments pour se mettre au cloud. Ils ont listé 10 points pour avoir une application qui soit dans le cloud. Donc, ça rappelle beaucoup les 12 factors. Mais voilà, du coup, c'était assez intéressant de voir tout ça. Mis à part qu'à la fin, le dernier point, c'était développer dans le cloud. Donc, ça voulait dire, en fait, avoir directement notre IDE sur une cloud station en ligne. Je suis pas sûr qu'on soit directement pour ça maintenant. Johan? Moi, j'ai bien aimé une conférence qui était sur le FinOps. Je sais pas si ça vous parle, le FinOps. Donc, sur les optimisations, comment optimiser les coûts de mon infrastructure et même avant une application qu'on déploie et comment je peux optimiser le déploiement de celle-ci. Et donc, ce qui était sympa dans cette conférence, c'était le REX de plusieurs sociétés américaines. Et donc, moi, je suis un peu expertisé dans la partie FinOps et du coup, ce que j'ai apprécié, parce que je me suis dit, bon, c'est des sujets que je maîtrise déjà, donc c'est cool, je vais dans le bon sens sur ce domaine. Et ce qui était hyper intéressant, c'est Google ont présenté une slide qui montrait un petit peu sous forme de graphe avec des points et les différents efforts par rapport aux économies lorsqu'on déploie une application sur le cloud. Qu'est-ce qui coûte le moins cher et qui nécessite beaucoup d'efforts? Qu'est-ce qui coûte plus cher et qui nécessite peu d'efforts? Et donc, ça te permet de voir à peu près tous les patterns de livraison, mais aussi d'architecture serverless, containerisation, etc. De voir qu'est-ce qui peut être le mieux à mettre en place par rapport à ce que la culture de l'entreprise dans laquelle on est souhaite aller. Et donc, ça permet de faire des choix, de prendre des bonnes décisions par rapport à ce graphe qui présente bien les choses. Et donc, moi, j'ai vraiment apprécié cette conf. Bon, il y avait énormément de conférences, clairement. Il y en a certains où on n'a pas pu voir, hein, parce que soit c'est complet, soit c'était en collision avec d'autres conférences, donc il fallait faire le choix. Pour ma part, bon, on en reparlera après, mais j'ai pas assisté à tout Next, parce qu'en fait, il y avait une conférence en parallèle sur la sécurité qui était chez Google à San Francisco. Donc j'ai fait que le premier jour où j'ai plutôt assisté au keynote. Et voilà, donc je vais passer mon tour voilà, pour cette question. Et on reparlera de cet événement juste après aussi. Et alors moi, ce que j'ai préféré, c'était une conférence assez courte qui était présentée par quelqu'un qui s'est amusé à passer toutes les certifs Google possibles. Et je trouvais ça assez amusant, à la fois pour le principe, le fait qu'il soit mis ce défi-là et qu'il l'ait rempli, mais aussi parce que Julien anime régulièrement aussi des sessions pour essayer d'encourager les gens à passer les certifs et les aider au travers de que soit Zenica, soit au travers du GDG Nantes Cloud. Et en fait, les conseils qu'il donnait, c'est les mêmes que ceux que Julien peut donner ou qu'on peut donner. C'est votre plus grand ennemi, c'est vous-même. Il faut arrêter avec le syndrome de l'imposteur. Il faut avoir confiance, y aller. Et puis, la meilleure façon de ne pas avoir une certif, c'est de ne pas mettre la date, en fait, pour la passer, tout simplement. Question. Il a passé toutes les certifs de Google Cloud ou toutes les certifs cloud tout court? C'était Google Cloud. Google Cloud, c'est Mais il en a pas mal côté Azure AWS. Ouais, parce que c'est. Ah non, attendez. Là, c'est assez simple. Moi, quand je jouais, c'était en 2017-2018. C'était encore Greenfield. À un moment donné, j'avais toutes les certifs. Après, j'ai lâché l'affaire. Je ne vous cache pas. C'est devenu trop compliqué. Sinon, on passe sa vie à faire que ça.
Moi, ma conf préférée, j'ai bien aimé, une partie, justement qui était présentée, où justement il y a eu L'Oréal de cité, dans la keynote. Il y avait personne de L'Oréal, mais ils étaient cités pour la partie, data pipeline avec, que du serverless. Donc je trouvais ça intéressant aussi de voir que en faisant que du Cloud Run, des choses, vraiment tout manager, le plus managé possible, on arrivait quand même à traiter la donnée et à faire pas mal de choses avec. Donc ça, c'était assez cool. Carrefour aussi qui était mis en avant. Ah oui, à Dans les l'entrée. publicités à l'entrée et tout, fierté française. Voilà, le deuxième sujet de la conférence après le GenAI, c'était la partie sécurité. Est-ce que quelqu'un veut en parler un petit peu? Je vais Vas-y, en hein, parler Seth. alors. Vous m'avez mis au milieu, c'est pour ça. Hein. Ok. Donc, c'est vrai que la partie IA, ça a pris beaucoup de place, mais même Google et les Googlers le disent, hein, le deuxième sujet le plus important du moment, en tout cas, sur lequel il y a beaucoup d'investissements, c'est la partie sécurité. Donc, bon, la sécurité chez Google, c'est un peu un paradigme, hein, on connaît depuis des années, mais il y a eu quand même une accélération ces dernières années avec beaucoup d'acquisitions de produits, notamment Chronicle, Mandiant, Virus Total. Donc, il y a énormément de produits qui sont leaders sur le marché. Et c'est des acquisitions qui se comptent en milliards de dollars. Hein. Ce n'est pas des petites acquisitions. Je pense que même Mandiant, c'est je pense, le premier, je pense que c'est la deuxième plus grosse acquisition de Google. Et donc, il y a un gros travail d'intégration qui est en cours, qui est en place, en tout cas, qui est en cours, pour justement intégrer tous ces produits-là par rapport en tout cas à la plateforme existante. Et donc, il y a énormément de choses qui vont arriver dans le futur. Et donc, pour comprendre que la sécurité elle est importante, il y a aussi une variante du LLM de Google qui est Palm, qui est Palm 2, mais en fait, il y a une variante qui s'appelle Sec Palm 2. C'est vraiment un modèle général, en tout cas de machine learning, qui est adapté, entraîné sur de la sécurité. Comme ce qu'ils ont fait pour la partie médecine, il y a MedPalm aussi, qui est vraiment sur la partie healthcare. Là, on commence à voir de la verticalisation de ces LLM pour adresser en tout cas des sujets pointus et sortir un peu du cadre un peu généraliste, hein, parce que tout ce qui est OpenAI ou Bard, c'est plutôt ce qui est derrière, c'est généraliste. Ça répond un peu à toutes les questions possibles, imaginables, sans être spécialisé dans un domaine particulier. Donc là, on met à disposition donc des modèles pointus pour les entreprises qui opèrent sur ce genre de sujet, et je pense qu'ils en ont besoin, clairement. Je continue sur Rise. Donc ça, c'était donc c'est notre mascotte, hein, notre axolote, l'échelle-sphère, qui nous a accompagnés tout au long du voyage, hein. D'ailleurs, si vous voulez, il y a une vidéo qui trace son trip à San Francisco, avec toutes les activités qu'il a pu faire. Vous pouvez la trouver sur LinkedIn. Et donc Rise, en fait, c'est la première conférence partenaire de sécurité qui a été faite cette année. Ce que je trouve dommage, c'est que ça a été fait sur les mêmes dates que Next. Donc, les gens qui voulaient un peu regarder des 2 côtés, bah, ils devaient faire le choix. Moi, mon choix a été fait. J'ai fait que la première journée du coup Next, avec toutes les parties keynote, un peu, la première journée pour rencontrer plus les partenaires, les clients, bah, les confrères, et les deux jours, d'après, je les ai passés plutôt dans les locaux de Google, justement en tout cas découvrir et explorer cette suite, en tout cas, et cette SecOps plateforme qui est juste fascinante, hein. C'est ce que je peux vous dire. Moi, je suis pas un expert sécurité de base, j'ai beaucoup fait du cloud, et là, ce qui arrive avec les produits Google, c'est du lourd, clairement. Et pareil, on voit de l'IA partout, dans la sécurité, pareil, pour essayer d'analyser les comportements des hackers, imaginer les chemins qu'ils peuvent emprunter, mais aussi pour aider à écrire les règles de détection. Donc, il y a, par exemple, sur Chronicle, il y a un langage qui s'appelle YARA-L. C'est un langage, c'est un pseudo-langage qui n'est pas forcément très, très commun. Et donc, pour écrire des règles, c'est assez compliqué. Donc là, avec la partie IA, tu dis, voilà, comme pour le code Terraform, je veux détecter la règle qui me permet, par exemple, je sais pas, de détecter du brute force sur l'authentification. Donc, oui, il va générer automatiquement, du coup, le script qui va bien, qui peut être intégré. Donc, c'était assez intéressant. C'était une petite conférence. Clairement, il y avait 100 personnes qui étaient là. Donc, c'est vraiment comme les premiers Next au début. Et je pense que ça va être réitéré pour les prochaines années. C'est un vrai succès. On a rencontré les équipes partenaires, les équipes engineering, parce que pour l'instant, ça reste un peu une branche, pour l'instant un peu indépendante chez Google, qui s'intègre de plus en plus dans la partie Google Cloud. Voilà. Donc, c'est Rise 2023. Super, merci pour le retour.
Allez, avant de parler, là, avant de faire la démo, on va parler ambiance. Donc il y avait pas mal de stands. J'ai mis des cadeaux et des dés parce que je crois qu'il y avait des jeux, Johan. Ouais, les stands, c'était sympa, c'était grand. Avec un camarade de chez Sphere, on a essayé de chercher tous les goodies inimaginables. Et il y en a qui ont eu des super goodies. Hein. NetApp, ils avaient un beau stand et on a récupéré des espèces de chargeurs solaires. Je trouvais ça impressionnant d'offrir ça à un salon. Et puis, il y en a, ils se sont amusés à récupérer des sabres laser, des épées qui s'allument en mode triangle, etc. Non, c'était sympa les stands. Niveau ambiance, c'était assez pro. Il y a eu un stand avec des petits chiens. Bon, un peu scandaleux pour les chiens, mais bon, ça fait un peu critique, un peu ce stand. Mais Explique peut-être le principe du stand avec les chiens, quoi. j'ai pas été chercher plus loin. J'ai vu des chiens qu'on pouvait venir faire des caresses toute la journée. Donc, tu voyais des Ouais, c'est chiens ça. allongés toute la journée en train de se faire dorloter. Enfin, bref. Et, et puis, non, puis bah, les soirées sympas aussi. Les soirées sponsors. On s'est fait un petit groupe de Français avec d'autres sociétés comme Sphere, OnePoint, etc. Et puis on a essayé de faire un peu plusieurs soirées. C'était sympa, on a fait des belles rencontres, dont une où que des Français se sont retrouvés à cette soirée-là, à la Salesforce Tower, qui est la plus grande tour à San Francisco, à 46e étage, méga vue, super beau. Et bon, que des Français qui sont venus à cette soirée-là. Heureusement qu'on est venu et qu'on s'est organisé pour y aller. Mais vraiment sympa. Vous avez du fromage français aussi. Oui. Ils nous ont appâtés. Est-ce qu'il y a une autre soirée que tu as bien aimée, Pierre-Yves? Une autre soirée que j'ai bien aimée, ça dépend. Est-ce qu'on a le droit de parler des soirées où on rentre alors qu'on n'est pas tout à fait Non, on sera à l'apéro après ça. Ouais. On va arrêter là. Non. Après, ça l'enregistrement. Non, mais sinon, ouais, beaucoup de soirées de sponsors où vraiment, on est bien accueillis. C'est l'occasion de discuter avec d'autres gens aussi. Enfin, même sur les stands, hein, globalement, quand on fait le tour, oui, on récupère des goodies, mais aussi on va pouvoir échanger avec des gens qui font différentes choses, différentes sociétés et découvrir des fois le business qu'ils font. En ce qui me concerne, je trouve toujours ça intéressant. On a des surprises, il y a des choses on n'imaginait pas que ça pouvait se faire. Est-ce qu'il y avait une présence française, Seth, dans les sponsors? Toi qui as fait un petit peu le tour. Pas tellement. Moi, j'ai cru voir que l'UMAPS ou un truc comme ça. Oui, mais ça, c'est pareil, c'était les after parties, ça. Mais non, mais c'est surtout, je pense que c'est un marché quand même à destination du marché américain. C'est pour ça qu'on trouve, en tout cas, on trouve pas des sociétés françaises qui prennent des stands, hein, parce que je pense que c'est pas la cible, mais plutôt c'est les globaux. Comme Accenture, Capgemini, voilà, c'est des sociétés qui ont un peu en tout cas une empreinte qui est assez globale. Après, on a des Français, des franchises, comme on les appelle, qui travaillent pour des sociétés en tout cas internationales, notamment des gens de l'OMAPS ou Waze ou autres en tout cas, qu'on a pu rencontrer. Mais globalement, c'était vraiment du très, en tout cas, nord-américain, donc en termes de stand. Perso, j'étais très sélectif cette année dans les goodies parce que je commence à en avoir pas mal chez moi. Ça commence à prendre de la place entre chaussettes, t-shirts, sac à dos, mug, voilà, il y en a de tout. Et je suis très content d'avoir repris le sabre laser parce que j'en ai pris un en 2019. Je suis rentré dans l'avion avec en mode Jedi parce qu'il n'y avait pas la place dans ma valise. Et ma fille l'a cassé. Et donc, j'ai pu le reprendre 4 ans après. Elle était très contente, je peux vous l'assurer. Merci. On va passer à la démo. Allez. La démo. D'accord. Alors du coup, c'est une démo de Gen App Builder. Donc l'idée, c'est de pouvoir construire une application au-dessus des recherches, un genre de chat GPT, mais spécialisé pour notre application. Donc du coup, on peut créer une nouvelle application. On voit qu'on a trois éléments possibles.
Donc, on a créé un moteur de recherche avec une recherche et des résultats directement dedans. Et un chat, donc pour faire un chat GPT, et un outil de recommandation. Et donc, si après on choisit un élément, on va pouvoir en fait configurer qu'est-ce qu'on veut, le nom de l'application. Hop, on met n'importe quoi. Et après, le plus important, c'est le data store. Donc, c'est là qu'on va en fait lui donner quelles sont les données, où est-ce qu'on veut en fait faire apprendre, spécialiser des éléments. Donc, on a 4 choix. Soit un site internet. Donc là, on va mettre l'URL d'un site. Et puis, il va faire l'indexation de tout le site internet et puis faire les choses dedans. Soit des données qui viennent de Big Data, soit de Cloud Storage. Donc, dans Cloud Storage, on va mettre le lien de l'élément. Et puis après, on peut lui dire si c'est de documents, donc c'est une liste de PDF et lui, il va les indexer. Si c'est du JSON avec des données structurées, et donc du coup, il va nous permettre de pouvoir générer un schéma spécifique. On va pouvoir lui dire quels sont les champs sur lesquels on va pouvoir faire les recherches. Si c'est des JSON avec des données non structurées. Et après, il y a aussi un truc pour un truc de questions-réponses. Je voulais en fait utiliser ça parce qu'on a un outil de FAQ chez nous. Sauf qu'en fait, j'ai jamais trouvé quel était le format qu'on devait mettre pour le CSV. Donc, je sais pas comment le faire. Donc voilà, on verra ça plus tard. Et donc, du coup, si on revient. Donc, pour regarder un petit peu ce qu'on a fait, j'ai fait le tuto de Google où il nous disait, voilà, commencez à faire quelque chose. Donc, j'ai fait un premier tuto sur la recherche Google sur le site cloud.google. Sauf que du coup, le tuto, il est bien parce qu'en fait, il nous dit de tester avec cloud.google.com. Sauf qu'en fait, il faut qu'on soit propriétaire du domaine. Donc, j'ai essayé de demander à Google de valider que je sois propriétaire, mais ça n'a pas trop marché. Donc, voilà, du coup, ça ne marche pas. Du coup, j'avais fait la même chose avec un site de training aussi chez nous. Et du coup, je l'ai lancé ce matin, il est encore en train d'indexer. Donc, du coup, j'ai pas de données. Donc, partie indexée là-dedans, il n'y a rien dedans. en fait, il n'y a rien. Quand je fais une recherche, ça fait rien. Donc, je ne sais pas. Ça correspond à quel volume, si ça a démarré ce matin déjà? C'est le site internet qui présente toutes nos offres de formation. Donc, du coup, il y a la liste de toutes les formations et tout ça. Il doit y avoir 300 pages, quelque chose comme ça. 300, 400 pages. Après, tu as les liens aussi imbriqués, tout ça, c'est ça ce qui peut. Parce qu'en fait, au début, en fait, il a besoin, dans l'indexation, il a besoin déjà de résoudre l'arbre de dépendance au sein de ton site. Et c'est peut-être ça qui va augmenter la complexité des combinaisons possibles que tu peux avoir. Parce qu'un même lien peut être appelé de plusieurs pages, ainsi de suite. Donc, parfois, ça peut. Mais ça reste relativement long. Je l'accorde. Après, je pense que c'est aussi l'ordonnancement du robot Google. Ils vont Aussi. pas forcément lancer Donc, tout de suite. c'est lent. Donc, ça reste lent quand même Ouais. par rapport à un utilisateur lambda. Donc, du coup, l'exemple ne marche pas. Et donc, après, dans les autres exemples, donc, il y avait sur une recherche de données JSON structurées. Donc, on a les données. Donc, nous avait donné en fait un JSON avec une liste de films de IMDb. Et donc là, on voit en fait la liste de tous les films qu'il a générés, le schéma qu'il a réussi à construire. Donc avec la liste de tous les champs, s'ils sont indexés, ainsi de suite, les éléments. Et donc après, on peut en fait générer un petit moteur de recherche dessus.
Donc voilà, du coup, ça nous a Moi, permis ça de m'amène créer, une en fait. question, Patrice. Euh, Quand on fait des sites internet, généralement, on utilise du Elasticsearch ou du Solaire pour l'indexation et puis ensuite faire des moteurs de recherche basés là-dessus pour pouvoir ramener des listes assez complètes. Tu es en train de nous montrer qu'en fait, Vertex AI, avec ce modèle-là, peut remplacer Elasticsearch et Ouais, exactement. L'idée, c'est de ça, c'est que du coup, on va entraîner en fait avec nos données, et puis en fait, on va avoir un truc qui va redonner les résultats par rapport à ça. Donc, bon, voilà, c'est un moteur de recherche basique. Euh, et donc, ce qui est intéressant après, c'est que du coup, on peut directement l'intégrer sur notre site internet. Donc, il nous donne en fait, on donne sur quel site on veut l'intégrer et on a le code à mettre en place pour pouvoir le faire. Donc, Dans ce que tu nous as montré, tout l'output. Dans ce que tu nous as montré, tout l'output, c'est lui qui l'a généré automatiquement à partir de la structure des données. Toi, tu ouais, c'est ça. n'as rien eu à paramétrer. Ouais. D'accord. Et les images, elles étaient dans Alors, les si données de j'ai base juste ou paramétré, ici, j'ai eu, D'accord. je lui ai dit en fait le titre c'était ça, l'image T'as quand c'était même, ça, et ainsi ouais, de suite. t'as quand même du mapping un petit peu à faire. Un petit peu de mapping, mais bon, voilà, du coup, ça, Ok. c'est le truc simple. Et après, du coup, le dernier exemple qui est peut-être le plus intéressant, c'est que là, du coup, je l'ai entraîné sur. Non, c'est pas celui-là. Je l'ai entraîné en fait, bah, c'est aussi l'exemple que dans le tutoriel ils ont donné, mais sur une liste de fichiers PDF. Donc c'est tous les rapports annuels de Google. Donc on voit bien que c'est tous des PDF. Il les a tous indexés. Et après, il nous a généré en fait une application de recherche dessus. Et donc là, on peut lui poser des questions et voir ce qu'il nous répond. Donc, et donc là, voilà, on a un chat GPT, mais dans lequel il a appris spécialement sur nos documents qu'on a fait. Donc là, il nous dit que les revenus ont augmenté de 63% sur le premier trimestre en 2007, ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que ChatGPT ne fait pas, c'est qu'en dessous, il nous liste tous les documents sur lesquels il s'est basé pour générer l'élément. Et après, on peut poser des questions supplémentaires. Enfin, je ne sais pas s'il y en a qui veulent, qui ont une question en tête à essayer de poser sur ça. Peut-être qu'on peut demander un graphique éventuellement. Alors, pas dans ça, mais là, c'est du textuel. Donc, bah. Voilà, voilà ce qu'on peut faire. Et donc, pareil, en fait, on peut l'intégrer et l'importer sur notre site. Super. Merci pour la démo. Voilà. On a les slides. Allez, plus que quelques slides. On passe à l'apéro. Hop. Rapidement, du coup, pour finir, Pierre-Yves, s'il y a une chose à retenir de l'événement, c'est quoi? Bah, c'est les AI en général, hein, de toute façon, ça je crois que c'est clair. Après, moi je retiendrai quand même aussi la sécurité qui a une place très importante parce qu'on voit que c'est quelque chose, d'extrêmement important et dont tout le monde devrait se préoccuper.
Ceph, que ce soit côté Next ou Rise, du coup? Bah, c'est les investissements qui sont mis en place, en tout cas par Google, pour les workloads prioritaires. Bah, je pense sans surprise, hein, c'est l'IA et la sécurité je pense qu'il faut suivre de près pour les prochaines semaines, prochains mois. Et je pense qu'il y a du lourd qui reste encore à arriver. Johan? Bah, ils ont déjà tout dit, hein. La Gen AI, la sécurité. Après aussi, on peut retenir l'organisation énorme. On était combien? 20 000? 20 000, fallait nourrir toutes les bouches le midi. C'est impressionnant, quoi. Bah, c'est quand même aussi, Generative AI, c'est vraiment, quelque chose qui, bah, déjà l'année dernière, on en parlait un tout petit peu, ChatGPT, enfin, en 1 an, comment ça s'est, développé à fond et quand on faisait le tour des stands, ils nous posaient tous la question: «Est-ce que vous en faites?» et tout ça. Bah, on disait qu'un peu en France, les gens sont un peu frileux par rapport à tout ça et c'est vrai que, bah, faudrait quand même qu'on se penche dessus parce que sinon, bah, ils vont tous nous dépasser et on sera complètement dépassés. Et moi, une chose à retenir, c'est, l'aspect aussi qu'il y avait toute une partie partner, un partner sur Meet, un partner, une keynote partner, une partner réception pour justement accueillir les partenaires. Donc on voit toujours qu'il y a quand même un gros effort, côté Google Cloud, bah, finalement de chouchouter un peu ses partenaires et du coup, bah, vu que Zenica et Sphere, on est partenaires, on était chouchoutés, donc ça, c'est cool. Et les communautés aussi. Il y avait les communautés aussi par la même occasion. La suite, du coup, là, c'était au Moscone Center. Historiquement, ça a toujours été, là-bas, Next, donc à San Francisco et donc là, ils ont annoncé qu'ils iront à Las Vegas pour concurrencer, un autre géant aussi qui a l'habitude d'y aller. Ils se sont aperçus qu'en gros, pour le prix de 20 000 personnes, ils pouvaient accueillir peut-être 80 000 personnes à Las Vegas pour le même prix. Donc voilà, ils ont décalé ça, ils ont remis en avril comme ils avaient l'habitude de le faire. Enfin, l'habitude, on va dire 1 année sur 2. Et donc ça va venir très vite et donc ils ont donné rendez-vous du coup, à Las Vegas du 9 au 11 avril. Je sais pas si tu as remarqué le code couleur, la date avec quelle couleur et le fond avec quelle couleur. Je dis ça, je dis rien. Je sais pas si c'est un message subliminal, mais Et puis, des ressources complémentaires, du coup côté Sphère, il y a 2 articles. Côté Zenica, il y a 1 article. Il y a une première vidéo aussi sur, YouTube Short et TikTok aussi qui est sortie. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, je mettrai les différents liens de toute façon, sur le site côté, GDG Cloud et sur Twitter. Sur ce, on vous remercie et puis on va pouvoir passer à l'apéro. Merci à tous. C'est bon. Et n'hésitez pas si vous avez des questions pendant l'apéro, c'est fait pour ça.